Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Cette dernière s'est exprimée la semaine dernière devant les sénateurs de la Commission de la Culture et de l'Éducation à propos de la fameuse plateforme Parcoursup. La ministre devant les sénateurs a dit toute sa satisfaction par rapport à cette nouvelle plateforme qui a remplacé le fameux système APB. Elle a jugé par ailleurs que cette plateforme était parfaitement transparente. Pas sûr que cela ait convaincu les parlementaires. Beaucoup justement demandent plus de transparence par rapport aux algorithmes locaux, par rapport aux critères de sélection qui permettent à certains lycéens d'aller dans certaines universités. Beaucoup s'inquiètent aussi de la mobilité des étudiants. Ces étudiants qui vont aller dans des universités qui ne correspondent pas à leurs académies. Je vous rappelle tout cela dans un contexte où Parcoursup s'est interrompu pendant une semaine pour les examens pour le bac. Et aujourd'hui, 90 000 nouvelles places non demandées ont été remises dans Parcoursup. Tout de suite donc, retour à cette audition de Frédérique Vidal. S'il est encore trop tôt pour dresser le bilan de la campagne d'affectation 2018, il m'est d'ores et déjà possible de rendre compte devant vous de la bonne exécution de la loi du 8 mars 2018 et du fonctionnement de Parcoursup. 812 000 candidats inscrits sur la plateforme ont donc eu jusqu'au 31 mars pour formuler puis valider leurs vœux. La plateforme a permis de diffuser auprès de chaque lycéen les attendus précis des 13 000 formations référencées sur Parcoursup. À ce jour, presque tous les décrets d'application de la loi ont été pris, et cela moins de 6 mois après l'adoption, ce que je voulais aussi souligner. Parcoursup a eu pour vertu première de mettre en évidence la réalité de ce que souhaitent les lycéens. Près de 6,3 millions de vœux ont été formulés, portant à 68% sur des formations sélectives et à 32% sur des formations universitaires. C'était en effet un choix que de donner une liberté totale aux lycéens en contrepartie du renforcement de leur orientation qui avait été permise notamment par la nomination de 2 professeurs principaux. Depuis le 22 mai, les candidats peuvent prendre connaissance des réponses à leurs vœux et faire leurs choix finaux. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 646 000 candidats qui ont reçu au moins une proposition d'admission. C'est quasiment 80% des inscrits. Si l'on s'intéresse spécifiquement aux lycéens, c'est plus de 80% des lycéens et plus de 90% des lycéens inscrits en filière générale. C'est donc au-dessus des projections initiales du gouvernement. Le principe du système, c'est qu'il est évolutif, c'est-à-dire qu'il affecte sans tirage au sort et sur le fondement d'une orientation construite tout au long de l'année de terminale. C'est un système qui permet aux lycéens d'être maîtres de leur affectation en leur donnant la possibilité de choisir entre eux plusieurs propositions, ce qui n'était pas le cas avec le système antérieur, et en moyenne, chaque candidat a reçu 3 propositions. Chaque candidat qui fait son choix libère des places qui sont immédiatement proposées à de nouveaux candidats. Dès le 22 mai, 63 000 avaient définitivement validé leur affectation. Aujourd'hui, ils sont 361 172 à avoir validé cette affectation de façon définitive. Comme tous les nouveaux systèmes, Parcoursup a suscité des interrogations et a supposé que chacun soit en capacité de se l'approprier. Ce que m'ont dit les lycéens que j'ai rencontrés tout au long des dernières semaines, c'est qu'ils en ont à la fois compris la logique et le mode de fonctionnement. Et ils la comprennent sans doute d'autant mieux qu'ils ont vu l'année dernière les lycéens qui les précédaient devoir patienter plusieurs semaines entre 2 tours d'admission post-bac sans aucune visibilité ni sans aucune prise sur le processus. La question que beaucoup se posent est finalement de savoir si Parcoursup fonctionne mieux qu'admission post-bac. Chacun le voit, ces 2 systèmes sont en fait profondément différents, non pas seulement sur le plan technique, mais dans leur esprit même. Avec admission post-bac, la priorité absolue était de parvenir coûte que coûte à tirer parti des ressorts d'un algorithme pour faire une proposition au plus grand nombre de candidats possible. Ainsi, année après année, il a fallu augmenter les contraintes pesant sur les lycéens, les forçant à hiérarchiser leurs vœux, puis introduisant les fameuses pastilles vertes, c'est-à-dire une filière qu'ils devaient obligatoirement indiquer dans leurs vœux, même si elle ne correspondait à aucun d'entre eux, et puis aussi des règles non écrites que nous avons pu découvrir, comme la règle des 6 vœux, qui faisait que les lycéens n'ayant pas fait au moins 6 vœux, étaient finalement moins bien traités que ceux qui en avaient fait plus de 6.
Le résultat, c'est que ces contraintes conduisaient à faire aux candidats des propositions dont, au final, ils ne voulaient pas. Ainsi, seuls 64% des candidats ont accepté la proposition faite par l'algorithme l'an dernier. Les difficultés de la campagne 2017 ont permis de mettre en évidence un phénomène qui était aussi peu connu, c'est que le premier vœu n'était, en général, pas forcément le premier choix. Au-delà des stratégies d'optimisation, il est apparu que les préférences des lycéens n'étaient pas figées dès la fin du mois de mars. Alors Parcoursup est fondé sur une idée simple qui a trouvé son ancrage dans le principe du dernier mot à l'étudiant qui est gravé dans la loi. L'objectif n'est donc pas seulement de faire une proposition à chaque candidat, mais de lui faire une proposition qui lui convienne et qu'il ait envie d'accepter. Et cette idée, c'est la condition même pour accomplir ce qui est finalement l'objectif cardinal de cette réforme, c'est-à-dire démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur et accompagner la réussite. Pour cela, il faut bien donner à chaque étudiant le plus grand choix possible, multiplier les réponses et lui permettre de choisir non pas de façon abstraite, mais par rapport aux propositions qui lui sont réellement faites. C'est pour cette raison qu'en un mois à peine, Parcoursup a pu faire plus de 2 millions de propositions aux candidats inscrits sur la plateforme, leur donnant la capacité de faire de vrais choix. C'est pour cela aussi que 80% des candidats ont eu en moyenne 3 propositions. Admission post-bac, lui, était construit pour ne faire qu'une seule proposition à chacun des 3 tours. Le mérite principal d'admission post-bac aura été de construire une unité de temps et de lieu pour l'affectation des lycéens, en réduisant un nombre important de procédures parallèles qui existaient avant 2008, et c'était une véritable avancée. Parcoursup parachèvera ce mouvement, puisque dès 2020, la totalité, sans exception, de l'offre nationale de formation figurera sur la plateforme. Je vous rappelle aujourd'hui que plus de 15% des formations ne sont pas présentes sur la plateforme, ce qui évidemment explique que nous allons avoir quelque part une deuxième vague d'affectation liée au moment où les résultats des différents concours d'écoles d'infirmières, de classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, des IPE, de Sciences Po, etc. vont être connus et où donc de nouvelles démissions vont intervenir et de nouvelles places vont se libérer. Le choix de donner le plus grand choix possible aux futurs étudiants, c'est aussi le choix de la mobilité territoriale et sociale qui est au cœur de cette réforme. Nous avons instauré des quotas de boursiers dans toutes les formations, y compris dans les classes préparatoires aux grandes écoles, et nous avons assoupli les règles de mobilité académique, notamment en Île-de-France, afin que personne ne soit assigné à résidence. Et surtout, nous avons en Île-de-France ouvert à l'échelle de la région académique les formations les plus demandées qui étaient STAPS, PACES et Psycho. Dans ces filières, aucune différence n'est faite entre un Parisien et un Francilien, d'où qu'ils viennent. S'agissant de l'Académie de Versailles, 34% des inscrits sur Parcoursup ont obtenu une proposition dans un établissement parisien. L'an dernier, avec APB, c'était 21,7%. De même, dans l'Académie de Créteil, avec APB, un jeune sur 5 obtenait une proposition à Paris. Avec Parcoursup, c'est un jeune sur 3. Et c'est donc bien un progrès qui doit être souligné. Parce que sans mobilité sociale ou territoriale, il ne saurait y avoir de démocratisation réelle. J'ai installé jeudi dernier un comité de suivi de la réforme, composé d'experts et d'enseignants-chercheurs, notamment de sociologues. Si des progrès ont été réalisés cette année, le comité de suivi aura pour objectif de nous appuyer pour les amplifier en dressant un état complet des effets sociaux et territoriaux de la réforme dès que les résultats seront connus. La transparence est donc dorénavant la règle et les critères pris en compte par les formations sont affichés sur Parcoursup depuis le mois de janvier. Les algorithmes permettant de faire fonctionner la plateforme nationale ont été rendus publics le 21 mai, soit 3 mois avant le délai légal imposé. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, on distribuait l'algorithme d'admission post-bac sur papier. S'agissant du traitement des vœux dans les établissements, la loi du 8 mars reconnaît un droit nouveau aux étudiants, celui de pouvoir obtenir à titre individuel les informations utiles pour comprendre les réponses qui leur sont faites, sans préjudice de la nécessaire protection du secret des délibérations. Là encore, jamais un gouvernement, je crois, n'avait fait un tel effort de transparence. Il reviendra le moment venu au comité éthique et scientifique chargé de suivre et d'évaluer le fonctionnement, cette fois-ci, de la plateforme, de faire des propositions d'amélioration technique du dispositif.
et de faire en sorte que ce soit le droit qui fasse le code et non pas le code qui fasse le droit. Chacune des pistes sera évaluée avec l'attention nécessaire, mais ce qui est clair, c'est que bien sûr les principes politiques de la réforme ne seront pas remis en cause. De nombreuses personnes dans les médias et parfois même au sein du Parlement ont cherché néanmoins à alimenter l'anxiété des lycéens. Ils n'ont jamais soutenu la réforme et bien évidemment, ils la contestent à la première occasion. Ce sont les mêmes qui disaient que la plateforme ne fonctionnerait pas, que les fiches à venir ne seraient pas remplies, que les enseignants-chercheurs ne liraient pas les dossiers, qu'aucun WICI ne serait proposé. Les faits leur ont donné tort. La meilleure preuve, ce sont les WICI, parcours personnalisés dont on nous le disait qu'ils seraient absents. Eh bien, jugez-en par vous-même, 135 000 parcours personnalisés, individualisés seront bien proposés dès la rentrée. Certains disaient aussi qu'il n'y avait pas assez de place dans l'enseignement supérieur. Depuis mardi, en parallèle de la procédure d'admission qui se poursuit, j'ai ouvert la procédure complémentaire sur Parcoursup avec 90 000 nouvelles places. Cette procédure permet de recenser toutes ces places disponibles pour permettre à ceux qui le souhaitent de s'y inscrire. En 2017, après la rentrée des étudiants, 130 000 places étaient encore vacantes dans l'enseignement supérieur. Néanmoins, nous avons fait le choix de créer 21 000 places supplémentaires pour la rentrée prochaine dans les filières les plus demandées, avec plus de 4 000 places dans les BTS. Avec le Premier ministre, je me suis engagée à faire dans les prochains jours un état des lieux des besoins en places supplémentaires et j'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet prochainement. Dans l'immédiat, je tiens donc à vous assurer que chacun, comme prévu, pourra accéder à une formation qui lui correspond dans l'enseignement supérieur. Enfin, ce sont les mêmes que nous avons pu voir soutenir les blocages des universités. Le débat, la controverse, voire la contestation font partie de notre vie et de notre histoire universitaire. Pour autant, débattre, cela n'a jamais été dégradé et contesté. Cela n'a jamais été vandalisé, ni s'en prendre au personnel des établissements. Le mouvement de blocage des universités a été assez inédit dans le registre des mobilisations étudiantes. Les manifestations ont été peu nombreuses, ont attiré très peu d'étudiants. Mais l'une des caractéristiques de ce mouvement, c'est que le blocage était à la fois un moyen d'action, mais aussi une finalité propre. Les bloqueurs cherchaient à vivre une forme d'engagement très utopique et bien éloignée de l'exigence de la formation à l'université. Pour autant, ce mouvement était très minoritaire dans les universités. Seule une poignée d'entre elles ont été bloquées, sans même parler des 300 établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas été touchés. Plutôt qu'un mouvement uniforme de blocage, je parlerai plus volontiers de situations de blocage dont les ressorts étaient souvent très différents d'un site à l'autre et généralement assez éloignés de la loi OR. Tout le monde a encore à l'esprit la parodie de conférence de presse menée par les bloqueurs du site de Tolbiac. Ainsi, à chaque fois qu'une parole démocratique a été rendue aux étudiants, leur majorité a systématiquement demandé la levée des blocages. On l'a vu notamment à l'occasion des consultations électroniques organisées à Strasbourg ou à Sorbonne Université, ou dans quelques assemblées générales qui avaient su conserver un esprit démocratique comme à Pau. Face à la violence de certaines situations de blocage, les présidents d'université ont réagi à chaque fois avec fermeté et mesure. À aucun moment, ils n'ont hésité à faire évacuer les bâtiments bloqués par les forces de police parce qu'ils estimaient que les conditions étaient devenues trop dangereuses, à la fois pour les étudiants et pour les personnels, et en veillant à ce que les conditions soient aussi réunies pour garantir la sécurité de tous et la préservation des bâtiments. Je voudrais souligner la très grande qualité du travail des forces de l'ordre et le sang-froid des présidents d'université, malgré la violence des bloqueurs. Des stocks de cocktails Molotov, des stocks de barres de fer, des stocks de pavés ont été retrouvés, notamment à Tolbiac, en perspective de l'intervention des forces de l'ordre. Et tout ceci a bien évidemment eu un coût. 35 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement pour mettre en place la loi OR dès la rentrée 2018. Plus de 5 millions d'euros supplémentaires seront nécessaires pour assurer la facture des dégradations. L'État étant son propre assureur, c'est bien le ministère qui prendra cette dépense à sa charge, dans l'attente que les responsabilités soient établies dans le cadre d'instructions judiciaires en cours. Ce mouvement minoritaire de blocage s'est rapidement transformé en une entreprise tout aussi marginale de perturbation des examens universitaires. Le gouvernement, à la suite des déclarations du président de la République, avait pris un engagement très clair.
2018 n'a pas été une année universitaire blanche et il n'y a pas eu d'examen ou de diplôme de complaisance. Le phénomène était là aussi très minoritaire. En Île-de-France, 3 sites étaient considérés comme emblématiques. Tolbiac à Paris 1, Censier à Paris 3 et Paris 10, soit un total de 56 000 étudiants. Afin de parer à ces perturbations, une cellule d'appui à ces 3 établissements a été installée au sein du ministère pour leur proposer des solutions de délocalisation d'examens. Et cette cellule a été en mesure de proposer 300 000 places d'examen sur table en présentiel, sécurisées. À l'exception de Paris 1, qui a effectivement délocalisé une partie de ses examens, Paris 10 a opté pour une dématérialisation du contrôle des connaissances, mode de contrôle pratiqué depuis plusieurs années par plusieurs établissements et dont les universités sont capables de sécuriser le processus. La preuve, à Montpellier 3, le sac de la salle des serveurs avait vocation à perturber le déroulement des examens en ligne, dont le taux est supérieur à celui des examens en présentiel. Je rappelle également que la délocalisation des examens de cette université a permis à plus de 7 000 étudiants de composer sur table, là encore dans de parfaites conditions de sécurité. Ainsi, les examens ont pu avoir lieu sur l'ensemble du territoire, dans des conditions qui garantissent aux diplômes toute leur valeur. Et si à certains endroits des dysfonctionnements ont été constatés, ils seront bien sûr sanctionnés. L'engagement du gouvernement vis-à-vis des étudiants et des lycéens a donc été tenu. Le travail réalisé cette année avec le plan étudiant, avec la loi OR, avec la mise en place de la nouvelle plateforme Parcoursup, va dans le même sens, continuer à faire de l'université un lieu de réussite pour tous les étudiants. C'est pour cela que nous avons mis un point d'honneur à sécuriser l'organisation des examens. Et c'est bien évidemment dans ce sens que nous travaillons pour préparer la rentrée prochaine qui donnera lieu, je n'en doute pas, à une prochaine audition à l'automne. Je vous remercie de votre attention. Bien entendu, Madame la Ministre, nous vous inviterons à venir faire le bilan de la rentrée à l'automne, comme il est de tradition pour notre commission. Alors, Monsieur Grosperrin, Monsieur le rapporteur, vous avez sans doute des questions et ont beaucoup travaillé sur le texte et le sujet avec nos collègues à formuler en notre nom à tous. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci d'être présente aujourd'hui. Merci de vos propos liminaires à l'égard de l'ensemble des sénateurs ici qui parfois ont une approche différenciée mais qui ont en tout cas le souci commun de l'intérêt général pour nos étudiants. Et nous sommes retrouvés dans le cadre de la CMP et vous avez raison de le dire, je crois que c'est l'une des rares CMP qui aboutit en tout cas dans l'exercice de cette première année de mandat. Moi j'ai plusieurs questions à vous poser sur Parcoursup, sur le blocage des universités puis enfin sur les étudiants étrangers. Alors, à l'occasion, sur Parcoursup, tout d'abord, à l'occasion donc de la loi OR, vous l'avez bien spécifié, et vous avez bien montré aussi le scandale qui existait auparavant dans le tirage au sort, sur lequel je ne reviendrai pas. Mais en tout cas, nous étions émus de la question de l'absence de transparence sur les algorithmes qui étaient utilisés par les établissements pour établir le classement des candidatures. Alors certains parlent d'algorithmes, d'autres parlent de fichiers Excel, mais quelque part, il y a une interrogation par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire l'utilisation effective de ces algorithmes par les établissements en cette première édition de Parcoursup? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose vis-à-vis de cela? Et aussi sur le comité éthique et scientifique, est-ce qu'il a commencé à travailler sur cette question? Les candidats à la deuxième édition de Parcoursup auront-ils connaissance des critères, les notes retenues et les pondérations sur lesquels ils seront choisis avant de faire leur choix? Parce que je pense que vous avez bien sûr anticipé et certainement réfléchi sur la deuxième édition. Vous nous avez dit plus de 21 000 candidats sont actuellement sans proposition, plus de 6 000 ont déjà demandé à être accompagnés par le recteur. Quelle a été l'activité de commission rectorale à ce stade pour leur apporter une solution? Quels sont vos objectifs en la matière et quels moyens avez-vous mis à disposition des recteurs pour s'acquitter de cette mission? Sur les taux académiques, je pense que mes collègues réagiront dessus. Sur les 35 000 WICI qui ont été proposés sur Parcoursup, alors comment ont-ils été reçus par les candidats? Je crois savoir en tout cas que certains, en tout cas dans l'université et à la fac de sport de Besançon, ceux qui l'ont choisi ouvertement et il semble-t-il en sont ravis, mais j'aimerais avoir votre position vis-à-vis de cela. En ce qui concerne... Monsieur le rapporteur, je suggère qu'on s'arrête là pour ces premières questions et revenir vers les deuxièmes, parce que ça fait déjà beaucoup de questions. Je les note. Voilà, on va répondre au fur et à mesure si vous voulez bien. D'accord. Ça tombait bien, j'étais au blocage.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le sénateur. Donc, le premier sujet qui concerne ces fameux algorithmes locaux qui, là aussi, je crois, ont fait couler beaucoup d'encre. Le décret d'application confie l'examen des vœux à des commissions pédagogiques sous le contrôle du chef d'établissement. Alors, on peut toujours jouer avec les mots. Effectivement, les fichiers Excel reposent sur des algorithmes, mais il n'y a pas d'algorithmes locaux au sens où on a parfois pu l'imaginer. Il y a un outil d'aide à la décision mis à disposition des établissements qui est totalement facultatif, sur lequel effectivement il y a un travail qui est à faire, puisque c'est un outil d'aide à la décision qui était cette année commun, que les filières soient sélectives ou non sélectives, et il y aura probablement des choses à améliorer, mais qui ne sont finalement que des filtres posés sur l'algorithme Parcoursup. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est tout à fait transparent. Certains établissements ont choisi de l'utiliser, d'autres ont choisi de ne pas l'utiliser. Il faut bien aussi se rendre compte qu'il y a énormément de candidats sur la plateforme qui ne sont pas des lycéens. Ce qui signifie que, évidemment, il a fallu de toutes les façons intégrer les étudiants en réorientation, les étudiants qui changeaient d'académie, les étudiants qui venaient de l'étranger et qui n'ont pas les mêmes documents qui sont mis sur la plateforme. Donc, dans tous les cas, il y a obligatoirement une gestion, quoi qu'on en pense, humaine, qui est faite de l'ensemble des dossiers pour faire les différents interclassements. Le comité scientifique et éthique s'est déjà réuni 5 fois et il travaille sur il est actuellement en train de faire des auditions sur les acteurs de Parcoursup et il rendra son avis et un rapport comme c'est prévu par la loi après la fin de la procédure, bien sûr. Et donc ce rapport qui sera rendu par cette commission présidée par Noël Lenoir sera aussi rendu public conformément aux engagements pris. Les critères qui sont pris en compte sont des critères publics, ils ont été affichés sur Parcoursup, ce sont ces fameux attendus, et les établissements qui ajoutaient d'autres critères et qui les ont fait voter par leur conseil d'administration, et dans ce cas-là, ils ont été aussi portés à la connaissance des candidats sur Parcoursup. Néanmoins, ça me paraît très important qu'un candidat qui n'aurait pas eu l'affectation qu'il souhaite puisse en connaître les raisons et les motifs. Et donc c'est pour ça que c'était très important qu'on puisse donner ce droit nouveau aux futurs étudiants, de manière à ce qu'ils puissent travailler mieux. En ce qui concerne les commissions rectorales, effectivement, elles ont déjà commencé à travailler. Elles ont été sollicitées par 7885 candidats qui ont donc sollicité cet accompagnement. Ces commissions sont composées du recteur, bien sûr, et puis des équipes en charge à la fois du côté du supérieur et du côté du secondaire. Et elles mettent aussi en œuvre le droit au réexamen. Et dans ce cas-là, il y a eu donc 277 demandes de droit à réexamen des résultats. J'ai visité plusieurs commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Le travail est en cours. Globalement, il y a deux grands types, si je puis dire, de lycéens. Il y a des lycéens qui ont de bons, voire de très bons résultats, mais qui n'ont souhaité faire que des demandes de filières sélectives extrêmement sélectives. Et donc, du coup, qui se sont retrouvés avec des noms de la part de ces filières. Et donc, les commissions académiques leur proposent des formations qui correspondent à ce qui les aurait intéressés. Et on a aussi un certain nombre de lycéens qui, eux, ont des résultats qui sont très faibles. D'où l'idée de voir avec eux si on peut leur proposer une année de préparation, puisque lorsqu'ils auront le baccalauréat, au regard de leurs résultats de l'année, il y a des chances qu'ils aient des difficultés à intégrer directement et à réussir directement dans l'enseignement supérieur. À chaque fois, ce sont des propositions qui sont faites. Ce dispositif, en fait, nous a permis de commencer à interagir avec les lycéens et de leur proposer des solutions. Je crois que la dernière commission académique que j'ai visitée, plus de 2 tiers de solutions avaient déjà été proposées. Évidemment, les étudiants sont
les lycéens ne sont pas du tout obligés de les accepter. Dans ce cas-là, on leur en propose d'autres et on continue à travailler avec eux. Parfois, c'est un bilan complet d'orientation qui leur est proposé. Tout ça nous permet d'éviter d'avoir à gérer ces cas à la rentrée de septembre. L'an dernier, en fait, tous ces lycéens qui avaient été refusés partout dans les filières sélectives, nous avons eu à les gérer à la rentrée de septembre, puisqu'à la rentrée de septembre, il y a physiquement des étudiants qui ne se présentent pas là où ils ont été acceptés. Et donc, on avait recensé les places et on avait rappelé les candidats. Là, ça nous permet de traiter tous ces sujets-là en amont. Et donc, c'est une innovation majeure et qui, je pense, est extrêmement bien comprise et acceptée et saluée par les lycéens et par leurs familles. En ce qui concerne les WICI, donc 135 000 parcours ont été proposés à des étudiants et là encore, moi je suis ravie de voir que les lycéens ont compris quel était le rôle du WICI, puisqu'on observe très souvent que des lycéens qui reçoivent oui d'un établissement et WICI d'un autre, finalement prennent le WICI. Parce que la notion d'être plus accompagné, plus encadré, plus entouré, d'avoir plus de travaux dirigés est quelque chose qui les séduit. Et donc, évidemment, c'est trop tôt pour faire un bilan général, mais en tout cas, de nombreux présidents d'université m'ont indiqué que, peut-être à leur propre surprise, les lycéens avaient plébiscité les WICI. Et donc, évidemment, ça signifie que nous avons eu raison de prévoir des financements de ces WICI à la rentrée. D'aucuns nous disaient que les WICI seraient vécus comme des noms et auraient pour vocation de décourager les lycéens qui n'accepteraient pas les WICI et qui donc n'iraient pas dans l'enseignement supérieur. Pour très bien connaître les lycéens et les premières années à l'université, moi j'étais au contraire convaincue que plus on leur propose des choses individuelles, personnalisées, qui leur permettent de sortir quelque part de l'anonymat qu'on retrouve parfois dans les premières années universitaires, plus ils sont contents. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce sera au final un succès. Monsieur le rapporteur, autre question. Deuxième question sur le blocage. Le collègue. Merci, Président. Sur le blocage des universités, vous nous avez dit que c'était 5 millions d'euros de dégâts, que c'est l'État qui prendra en charge, mais l'État, quelque part, c'est quand même aussi le contribuable. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les universités concluent des partenariats avec les TGI pour que certaines de ces réparations soient effectuées sous la forme de travaux d'intérêt général par les auteurs de vandalisme? Et enfin, j'engage sur une dernière question sur les étudiants étrangers. La semaine dernière, le Sénat a rétabli la compétence de l'OFII pour les visites médicales des étudiants étrangers, parce que jusqu'en 2016, l'OFII réalisait jusqu'à présent ce suivi sanitaire et cette visite médicale des étrangers, qui permettait notamment de dépister un certain nombre de maladies infectieuses, dont la tuberculose, maladie qui touche chaque année entre près de 300 étudiants étrangers sur les 70 000 qui arrivent sur le territoire. La loi de 2016 a transféré cette compétence exercée par l'OFII aux universités sans aucun transfert de moyens, alors que l'OFII consacrait 58 € par étudiant. Quelle est la position du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur cette question? Je vous remercie, Présidente, j'ai terminé. Si. Donc, en ce qui concerne le financement de la réparation des dégâts, enfin, je pense que on ne peut pas demander aux établissements qui ont subi les dégâts de faire ces réparations sur leur propre financement. Et moi, j'aurais de loin préféré que ces 5 millions soient eux aussi consacrés à la réforme, à un meilleur accompagnement, etc. Bon, il se trouve qu'ils seront consacrés à réparer des dégâts et à racheter des ordinateurs. Bon, voilà, c'est comme ça. Je tiens à insister sur le fait que tous les présidents d'université ont porté plainte et que donc effectivement il y a des enquêtes qui sont en cours. La difficulté, c'est que c'est très difficile d'attribuer un délit particulier de bris ou de vol d'ordinateur à une personne en particulier, d'autant plus que, comme j'ai eu l'occasion de le répéter, ces individus étaient pour partie titulaires d'une carte d'étudiant, mais ne représentaient pas les étudiants et étaient aussi
pour grand nombre d'entre eux, sans aucun lien avec les universités. Ils étaient masqués, cagoulés. Et la première chose qu'ils ont faite, évidemment, c'est de détruire tous les systèmes de surveillance des établissements. Donc les enquêtes sont en cours. Évidemment, si les coupables sont retrouvés, on fera en sorte que, d'une façon ou d'une autre, et pourquoi pas, au travers des travaux d'intérêt généraux, ils puissent réparer les dégradations qu'ils auront faites et les délits, si les délits sont constatés. Mais ça me paraissait normal, même si c'est difficile, bien d'aider les établissements pour que la rentrée universitaire puisse se produire dans les meilleures conditions, sachant que sur certains des sites, certains des locaux ne pourront vraisemblablement pas réouvrir avant janvier 2019. Parce qu'il y a des endroits où c'est incroyable la dégradation. Enfin, c'était très impressionnant. En ce qui concerne la visite médicale des étudiants étrangers, oui, vous avez raison de rappeler que cette obligation avait été transférée au sein des universités sans aucun transfert de moyens. Et que elle est néanmoins, la visite médicale n'est pas obligatoire pour les étudiants qui peuvent attester d'un suivi médical régulier. Donc elle ne concernera pas tous les étudiants. Rétablir cette visite, c'est évidemment quelque chose qui est salué par les universités. Je ne sais pas si c'est la vraie solution à long terme, parce que le nombre d'étudiants étrangers va augmenter, parce qu'on cherche vraiment à augmenter l'attractivité des formations en France et donc à accueillir des étudiants. Nous avons travaillé dans le cadre de la loi OR et au travers de la contribution vie étudiante et campus pour pouvoir renforcer le rôle des SUMS, créer des conférences de prévention étudiante dans le cadre de la loi OR, mettre en place des centres de santé qui permettront aux étudiants d'être suivis et d'être soignés avec une prise en charge complète au niveau de ces centres de santé, c'est-à-dire sans avance de frais pour les étudiants. Donc voilà, je crois qu'il faut combiner au maximum l'ensemble des solutions, mais vu la difficulté de la situation à laquelle les établissements ont été confrontés, pour la mise en place de cette visite médicale, voilà, on va adapter et on va se servir évidemment de cette possibilité qui sera à nouveau ouverte. Mais c'est très particulier, ça dépend vraiment des bassins d'étudiants. Et moi, je serais quand même beaucoup plus favorable à une solution qui permette d'avoir une prise en charge globale et intégrée de l'ensemble des étudiants sur les sites universitaires, l'ensemble des étudiants, incluant évidemment les étudiants inscrits aussi dans des établissements non universitaires, les centres de santé pilotés par les universités ayant vocation à accueillir toutes les personnes sous statut étudiant, qu'elles soient ou non inscrites à l'université. Merci Madame la Ministre. Madame Robert. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. D'abord, je voudrais remercier notre collègue Jacques Grosperrin d'avoir mentionné que lorsqu'il y a des voix divergentes sur un tel domaine qui nous tient à cœur, ces voix ne sont pas là pour obligatoirement contrer, mais pour appeler à la vigilance d'un système universitaire qui a lieu depuis de nombreuses années dans notre pays et dont l'outil Parcoursup va, vous l'avez dit vous-même, avait en tout cas pour objectif de changer considérablement le paramètre de l'existant. Donc la vigilance était de mise et je pense que c'est aussi le débat et la démocratie que de pouvoir élever des voix divergentes. Je rappelle les objectifs, chers collègues, mais vous les connaissez. C'était le droit à la poursuite de la formation dans l'enseignement supérieur, la réussite dans la formation du choix, les WICI, et nous l'avons salué, mais également le fait que les disparités sociales et territoriales ne se creusent pas. Si au terme de tous les chiffres que nous aurons, j'espère, en septembre et à l'aune du rapport, et je salue le comité de suivi et la transparence du rapport, nous pouvons conclure que c'est en bonne voie, je pense que là nous aurons en tout cas d'autres débats, mais on pourra les creuser. Quelques petites questions cependant. Je sais que la question des algorithmes locaux vous embête un petit peu, mais avec Jacques et d'autres collègues. Du coup, je vais formuler
peut-être ma question différemment. Je sais que ce sont des OAD, les outils d'aide à la décision, avec 3 ensembles de données. On sait, hein, la formation motivée, les données académiques, résultats académiques, et puis la fiche à venir. La question, en fait, et je pense que c'est une question tout simplement de confiance dans l'outil. Parce que la transparence, et étant commissaire de la CNIL, je peux vous dire que sur ce sujet-là, crée de la confiance. Et c'est vrai que vous avez dit c'est transparent. J'aimerais savoir si vous avez regardé la question des pondérations entre ces 3 ensembles de données faits par les universités. Justement, ça reprend pour justement conclure qu'à un moment, dans les données paramétrables et dans la combinaison avec l'algorithme national, ceux-ci, finalement, ne remplissent pas les objectifs qui ont été énoncés par la loi. Je la formule différemment, mais je souhaite vous le dire très sereinement pour avoir une réponse très précise. La deuxième chose, c'est la mobilité géographique. Effectivement, je trouvais tout à fait intéressant qu'on puisse, à la différence d'APB, faire en sorte que les jeunes puissent circuler. En tout cas, trouver dans une autre académie la formation de leur choix. Il y a des chiffres qui circulent, je ne sais pas s'ils sont justes, que les taux de quotas de mobilité varient entre 1% et 70%. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une harmonisation, voire une régulation? Quel est votre... Parce que derrière, forcément, quand je parle de disparité ou de formation du choix, on peut avoir des interprétations différentes selon ces données-là. Enfin, sur les universités qui ont joué, je trouve le jeu des oui-si. Je crois que toutes n'ont pas joué ce jeu-là, mais vous allez nous le dire. Je sais que pour elles, c'est un peu difficile parce que comme ça arrive au fil de l'eau et que c'est à la rentrée, ils ne savent pas véritablement, en termes de visibilité, combien ils vont avoir d'étudiants à pouvoir. Est-ce que là, il ne faudrait pas non plus peut-être travailler sur des temporalités différentes pour que au moins la visibilité pour les universités soit quand même plus importante parce que c'est dans 2 mois et que là, je ne sais pas comment la rentrée va se faire, mais vous me le direz. Et enfin, je termine. Nous avons beaucoup parlé de l'orientation. Je pense que d'autres collègues en parleront. C'est le point clé, je dirais, c'est vraiment... et souvenez-vous, dans les débats, vous nous avez dit, ne vous inquiétez pas, dans la loi formation professionnelle, apprentissage, il y aura un grand pan d'orientation. Nous sommes au regret de vous dire que cette question-là n'est pas vraiment traitée dans le projet de loi. Or c'est l'axe cardinal autour duquel va se jouer. Alors peut-être, et ça c'est une question, il y a la réforme du bac qui se met en place dès la seconde l'année prochaine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'issue des 3 ans, reconfigurer Parcoursup pour que on puisse vraiment prendre en compte le parcours d'orientation et faire en sorte que ceci soit... Et enfin, je termine. Je sais que vous ne reviendrez pas sur la hiérarchisation des vœux. Moi, je n'étais pas obligatoirement... moi, j'ai eu tous mes enfants sur APB, c'était compliqué. Mais est-ce que pour faciliter le travail de l'ensemble des acteurs, et un peu travailler sur la confiance pour les jeunes et les parents, est-ce que, par exemple... C'est une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, de re-hiérarchiser peut-être les 3 premiers vœux pour qu'on se dise quand même, parce qu'après vous allez voir, il va y avoir des positionnements des jeunes, parce que le fait de ne pas positionner les vœux fait qu'on ne sait pas vraiment ce à quoi ils aspirent. Donc voilà, terminé. J'ai terminé, voilà. Mais nous ne sommes pas beaucoup, donc j'ai pris le temps de bien surtout expliquer. Que c'était des questions utiles. Merci, Madame la Présidente. J'espère que je le fais quand même assez souvent, des questions utiles. Merci. Mais oui. Monsieur Ouzoulia. Oui. Merci aux collègues qui ont rappelé que nous étions tous sénateurs et sénatrices de la République française et que nous œuvrons tous pour faire avancer les choses. Ne doutez pas de ma loyauté républicaine, Madame la Ministre. Moi, je veux revenir sur les algorithmes locaux. Parce que je vous ai entendu, j'ai entendu aussi Monsieur Majoubi qui nous dit il n'existe pas, mais je crois qu'on ne s'entend pas sur les mots. L'université de Pau m'a communiqué ces algorithmes. Vous les avez aussi. C'est une grille simple, et je la transmettrai aux collègues, qui chiffre par compétence les points que rapportent un certain nombre d'éléments factuels qui sont dans les dossiers. À ce titre, je me souviens qu'en janvier, je vous avais fait remarquer qu'il n'était pas normal que les entendus mentionnent le BAFA. Et vous étiez d'accord avec moi. Le BAFA, dans les algorithmes de Pau, ça rapporte 15 points.
Voilà. Il y a la nécessité qu'il y ait un contrôle de légalité sur ces axes. Et par ailleurs, si l'université de Pau nous les a transmis, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas les obtenir des autres universités. Algorithme, c'est un terme général, et je parle sous le contrôle de M. Piednoir. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Là, c'est simplement des fiches qui nous disent, oui, je vous assure, enfin, tu le diras mieux que moi, là, c'est simplement des fiches qui nous disent, et je pense que c'est essentiel, je rejoins tout à fait ce qu'a dit ma collègue, pour les candidats, pour leur famille et pour nous, la représentation nationale, il est essentiel que nous sachions comment les universités codent les dossiers qui leur arrivent. Donc, je vous redemande solennellement avec mes collègues la publication pour toutes ces universités. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que ces outils, ils vont avoir un rôle majeur dans la reconfiguration du paysage universitaire, d'une part, et aussi dans le choix que vont faire les enfants et leurs familles des lycées et des formations dans les lycées, puisque on a tous bien compris que ce qui compte aujourd'hui, c'est plus le bac, mais c'est les notes de terminale, voire peut-être de seconde. Donc on est face, avec Parcoursup, qui est plus qu'une réforme technique, comme vous le disiez, à une reconfiguration générale de l'enseignement, et pour ça, on a besoin d'une transparence absolue. Moi, ce que je crains, je vous le dis très sincèrement, et avec la loyauté républicaine qui me caractérise, que aujourd'hui, il y ait la possibilité pour les universités de se passer de tout contrôle national et d'organiser la sélection et le recrutement des étudiants en fonction de leurs propres critères. Je tiens encore à un enseignement supérieur national où l'État, votre ministère, a la possibilité de vérifier les choses. Vous me direz si ça a été fait, et d'autre part, d'orienter les universités. Si on va vers un système où chaque université est en concurrence avec les autres, nous savons très bien dans cette salle qui gagnera et qui va perdre. Voilà. Merci Monsieur Ouzoulias. Monsieur Lafont. Oui, Madame la Ministre, merci d'abord sur ces premiers chiffres. On est bien conscient que la nouvelle plateforme devra être appréciée avec un peu plus de recul. Et on est déjà très en attente de l'échange qu'on pourra avoir avec vous à l'automne avec des chiffres plus définitifs, puisque on sait notamment que les situations les plus délicates, c'est celles que vous allez connaître maintenant. Les bacheliers, enfin les futurs bacheliers, parce qu'ils ne l'ont pas encore, mais qui ont déjà choisi leur formation, c'est sans doute les plus faciles. Il va y avoir un certain nombre de cas un peu plus délicats à régler dans les jours et les semaines à venir. Moi, je voulais attirer votre attention sur deux points. Et même si je comprends bien qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous donner tous les chiffres, c'est évident. Les chiffres que vous nous avez donnés, c'est les chiffres sur l'ensemble des filières. On sait que la préoccupation qui était la vôtre, qui était la nôtre, c'était principalement les filières sous tension qui étaient les plus complexes et qui avaient failli, si on peut dire ça ainsi, avec APB. Est-ce que sur ces filières sous tension, les quatre, vous avez une appréciation de la façon dont ça s'est passé, au-delà des chiffres, une appréciation générale? Et puis la deuxième question que je voulais vous poser, vous ne l'avez pas abordé dans votre propos liminaire, c'était une préoccupation que nous avions au Sénat, la question des bacs pro et des bacs techno et leur affectation dans le supérieur. Est-ce que d'ores et déjà vous pouvez nous donner des indications sur leur affectation? Je pense en particulier en BTS et en IUT. C'était une préoccupation, je crois, que vous partagiez, à savoir d'ouvrir davantage les BTS et les IUT au bac pro et au bac techno. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà quelques indications? Merci Monsieur Lafont. Monsieur Pacaud. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Une remarque, une question, je serai bref. La remarque rejoint un petit peu ce qu'a dit
Madame Robert, concernant la problématique de l'orientation, cette loi s'appelle Orientation et réussite des étudiants, et nous avions au moment du vote et des discussions regretté que ce soit avant tout une loi d'affectation, bien plus que d'orientation, et j'ai remarqué que dans votre propos liminaire, le mot orientation était rarement prononcé, par contre le mot affectation, il était omniprésent. Ma question, elle est simple. Vous nous avez donné beaucoup de chiffres très précis, donc visiblement, vous pourrez peut-être y répondre. Elle concerne l'affinage, ou en tous les cas, la problématique locale. Est-ce qu'il y a des disparités en ce qui concerne justement les traitements des dossiers? Est-ce que dans certaines régions, ça fonctionne moins bien que d'autres? Peut-être que les données que vous avez permettent de répondre à cette question. Voilà. Merci, Monsieur Paco. Madame Mello. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie pour toutes les précisions que vous venez d'apporter. Bon, j'aurais posé d'autres questions qui ont déjà été posées. Je vais simplement vous interroger sur les étudiants qui ont une particularité. La plupart des élèves à haut potentiel qui ne vont pas au-delà du diplôme du baccalauréat. Un tiers de cette population bien spécifique réalise des études supérieures. Envisagez-vous un dispositif d'orientation et d'accompagnement adapté pour ces étudiants qui méritent une attention particulière dans la mesure où ils sont surexposés à l'échec scolaire? Les étudiants qui, dès le plus jeune âge, montrent aussi des prédispositions pour des études scientifiques. Il existe un programme en Israël destiné à développer des jeunes talents scientifiques. Je me demandais si la France pouvait avoir une ambition de proposer des passerelles similaires entre enseignement secondaire et supérieur pour favoriser le développement des jeunes talents qui en manifestent la capacité. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Mello. Monsieur Manable. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, tout d'abord, soyez remerciée de nous avoir présenté notamment ce bilan du nouveau dispositif Parcoursup, bilan à la date d'aujourd'hui et qui sera bien évidemment exhaustif à la prochaine rentrée universitaire. Moi, j'ai une question, une seule à vous poser. Sera-t-il possible de disposer d'un bilan chiffré par département et par académie? Oui, ce serait intéressant. Merci Monsieur, Madame. Monsieur Brisson. Merci Madame la Présidente. D'abord, Madame la Ministre, pour me réjouir que vous ayez cité, de même que Pierre Soudia, c'est l'esprit démocratique de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Mais je suis aussi élu du Béarn, mon cher collègue. Ça s'entend. La loi OR, plus sérieusement, Madame la Ministre, c'est un outil et c'est une ambition. C'est vous-même qui l'avez dit ainsi. Vous avez parlé de vertu cardinale. Concernant l'outil Parcoursup, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je crois qu'on doit constater, pour s'en réjouir, que l'outil fonctionne globalement. Mon collègue a parlé d'affinage, d'amélioration qui interviendra. Interrogation locale, interrogation sur les étudiants qui ne sont pas encore affectés. Et globalement, un outil qui fonctionne. Je ne reviendrai pas donc sur tout ce qui a été dit, juste pour souligner qu'on est quand même on est sur un outil qui accompagne davantage que pouvait le faire APB et qui est plus transparent, et donc on ne peut que s'en réjouir. C'est tout ce que nous avions dit d'ailleurs pendant les débats. Au-delà, il y a une ambition. La loi n'est pas qu'une loi d'affectation, comme l'a dit mon collègue Paco, il y a donc aussi une ambition. Et moi j'ai là plusieurs petites questions à vous poser dans cet objectif que vous avez évoqué de démocratisation et d'une loi ORE qui est au service de cette démocratisation. D'abord, on a beaucoup parlé des algorithmes, il y a aussi toute la dimension des appréciations des professeurs du secondaire qui sont extrêmement diverses. Et n'est-il pas nécessaire d'une appropriation aussi par les professeurs de l'enseignement de secondaire de la loi ORE et de Parcoursup? Sinon, on a des différenciations fortes d'un établissement à l'autre qui pouvaient être corrigées auparavant lors des commissions d'affectation et qui là le sont moins, et donc peuvent poser problème à un certain nombre de candidats.
donc nécessité peut-être d'une appropriation plus forte par les professeurs de secondaire de Parcoursup. Ce qui pose la question de l'articulation de votre réforme avec la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat et la réforme de l'orientation. Moi, j'ai dit plusieurs fois que chaque réforme prise pour elle-même avait un certain nombre d'orientations tout à fait intéressantes, mais qu'on a du mal à comprendre le train de réforme du gouvernement sur le sujet entre votre réforme que nous avons soutenue, améliorée, et le travail avec le Sénat était, je crois, un travail de qualité, la réforme de l'orientation, la réforme de Madame Pénicaud, qui nous pose problème en termes d'orientation, mais aussi en termes d'apprentissage, mais cela sera le débat de la semaine prochaine dans l'hémicycle, et la réforme du lycée, qui pour le coup ne passera pas par le Parlement, sera essentiellement dans le registre du réglementaire, et on ne voit pas bien cette articulation, alors que tout le monde dit que l'enjeu majeur, c'est bien cette articulation lycée-licence, cette fluidité entre le lycée et la licence, qui est, de mon point de vue, l'enjeu majeur de la réforme et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. Merci Monsieur Brisson. Monsieur Piednoir. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Merci à vous aussi d'être présente ce matin au Sénat, qui a apporté son lot d'améliorations dans des délais extrêmement courts. Vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure, puisqu'il y avait urgence non seulement à construire une plateforme, mais aussi à avoir cette loi avant la fin mars. C'est sans doute la raison pour laquelle on a pu assister à une CMP conclusive, vous l'avez souligné, mais il y avait une urgence législative qui nous était imposée. Vous vous souvenez sans doute de mon intervention lors de la discussion générale à ce sujet-là. Je regrettais que le temps législatif n'avait pas été tout à fait respecté, mais bon, ces choses-là sont derrière nous. Je voudrais, comme mes collègues, effectivement souligner, j'ai pu le tester dans mon département du Maine-et-Loire, que c'est une plateforme d'affectation qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas eu de bug majeur, il y a eu une saturation au début, mais c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Petit problème de saisie des vœux sur les smartphones au tout début aussi. Bon, je crois que ça a été réglé assez rapidement. Donc, il n'y a pas de bug majeur à signaler en tout cas. On partage la rigueur scientifique, me semble-t-il, Madame la Ministre, pour être tout à fait précis dans les constats que vous avez faits. Je voudrais dire sur les attendus, que c'était notre groupe, le groupe auquel j'appartiens, était plutôt demandeur d'une solution un petit peu plus poussée, en allant jusqu'à des prérequis. La qualité des retours que nous avons sur les attendus me fait dire que nous sommes sur la bonne voie. Qu'on pourrait à l'avenir aller un petit peu plus loin et aller jusqu'à la proposition que nous avions faite à l'époque. Peut-être que lors de la refonte de la plateforme dans 3 ans, lorsque la réforme du bac sera effective, peut-être que ce sera un sujet qu'il faudra considérer. Il y a évidemment quelques défauts, je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a un manque de clarté pour les lycéens qui reçoivent des propositions et qui sont en attente, parfois qui sont classés en attente 200 ou 250e, ça peut impressionner un lycéen de terminale qui se dit je suis 250e sur une liste d'attente, il y a 40 places dans la classe, c'est même pas la peine de garder ce vœu-là, j'accepte le seul oui qui m'est proposé, et en fait il se prive parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas les volumes qui sont ceux de l'enseignement supérieur, et il est affolé par une liste d'attente comme ça qui lui apparaît. Bon, je pense que ça peut être amélioré, c'est de l'information, c'est pas très compliqué. Sur les WICI, on a été plusieurs à signaler le succès. Le succès relatif de cette procédure. Moi, je m'interroge sur les universités qui ont joué le jeu, comme on peut lire un petit peu partout, et d'autres qui ont refusé de jouer le jeu, qui ont dit on n'a pas les moyens de le faire. On aimerait bien, c'est intéressant, pourquoi pas, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc pourquoi sans doute nous expliquer pourquoi cette distorsion entre des établissements d'enseignement supérieur. Et puis dernier point, je parlais de rigueur scientifique. Dans l'analyse, on sait bien qu'on peut faire dire aux chiffres à peu près ce qu'on veut. Mais le mathématicien que je suis, en tout cas le professeur de maths pour ne rien exagérer, il y a 18 000 avant le bac, puisqu'on sait que la plateforme s'est arrêtée juste avant le bac, il y a 18 000 lycéens qui n'avaient pas de proposition positive
Alors ça, c'est de la valeur absolue. En relatif, ça fait quand même 21,5%. On sait que la comparaison entre Parcoursup et APB n'est pas tout à fait pertinente, qu'il y a des choses qui sont différentes, mais ce taux n'était que de 19% l'an dernier avec APB. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut le reconnaître. L'affectation au fil de l'eau, elle a ses avantages. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça marche plutôt bien, ça fluidifie les affectations et ça responsabilise les lycéens. Mais il ne faut pas oublier de dire la vérité des chiffres qui sont ceux-là. Merci Monsieur Piednoir. C'est vrai que de manière générale, on peut toujours déplorer l'urgence. Là, en réalité, il y avait une vraie urgence. Nous avons d'autres frustrations, Madame la Ministre. Peut-être pouvez-vous vous en faire le porte-parole sur le débat concernant l'avenir professionnel, la loi sur l'avenir professionnel, parce que, pour rien vous cacher, notre rapporteur pour avis, Laurent Lafont, ici présent, a dû rapporter devant notre commission alors que le texte était tout juste voté la veille au soir dans la nuit. On n'avait même pas le nouveau texte. Donc, je crois qu'on gagne toujours en respectant des délais permettant une réflexion vraiment sérieuse et approfondie. Et cette question de l'orientation, justement, on a une frustration parce que vous avez bien vu notre investissement sur cette loi orientation réussie des étudiants et on aurait aimé la connecter au reste. On pense que c'est un continuum. Peut-être d'ailleurs vous allez pouvoir, dans les réponses que vous allez nous apporter, nous dire le travail que vous poursuivez avec Jean-Michel Blanquer sur cette question. Et alors, je m'exprimerai au nom de mes collègues sénateurs ultramarins. Quid de la rentrée dans les universités dom-tom. Je pense aussi particulièrement à l'université Antilles-Guyane, pour laquelle nous avions fait un rapport et sur lequel nous étions beaucoup impliqués ces dernières années. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre et puis parfois ça répondra à plusieurs questions. Alors, la question des algorithmes locaux, donc effectivement, si une recette de cuisine est un algorithme, alors on ne parle pas de la même chose, et là je vous prie de m'excuser, mais c'est moi qui suis probablement totalement ignorante. Bien sûr que la pondération des données, c'est quelque chose qui va être essentiel. La très grande majorité des universités, en fait, se sont retrouvées confrontées à quelque chose qu'elles n'avaient jamais pratiqué. Donc, elles ont quand même beaucoup tâtonné par rapport à ça. Elles se sont beaucoup appuyées aussi sur ce que faisaient au sein des universités les IUT, qui eux font ça depuis très longtemps. Il y avait des conférences de doyens qui avaient anticipé, comme notamment les conférences de STAPS, qui avaient travaillé de façon à ce que les choses se déroulent dans l'ensemble des filières STAPS de toutes les universités de la même façon. Je voudrais à mon tour vous retourner une question. J'imagine que ces algorithmes locaux, vous les demandez pour tous les établissements d'enseignement supérieur et pas seulement pour les universités, qui ne sont que 73 alors qu'il y a plus de 350 établissements d'enseignement supérieur non universitaires. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quand même des années que les formations sélectives classent en utilisant donc ce qu'on va appeler des algorithmes, si on s'entend sur le sens du mot, sans que strictement personne ne s'intéresse à la façon dont ces classements étaient faits. Donc voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là, il faut vraiment qu'on travaille la totalité de la question et qu'on arrête peut-être de mettre le pointeur sur les universités qui cette année, pour la plupart d'entre elles, est hors filière IUT ou licence sélective ou classe préparation d'ingénieurs intégrés, etc. On fait ce travail. Donc, comment se fait la pondération des données paramétrables? Évidemment, c'est quelque chose qui est très important. Il n'empêche qu'on est à un moment sur des commissions qui sont évidemment totalement libres de rendre publiques ces données ou de ne pas avoir envie de briser ce qu'elles appellent le secret des délibérations.
c'est très variable d'un établissement à l'autre. Moi, je n'ai absolument pas la grille que vous mentionnez concernant l'université de Pau, vous voyez, parce qu'aucune université ne se sent dans l'obligation de me faire remonter ce genre de choses. Les universités sont autonomes et à partir du moment où elles sont accréditées, elles sont responsables de leur offre de formation, qui est très variable d'une université à l'autre. Elles sont responsables du contenu de cette offre, qui est très variable d'une université à l'autre. Et donc, elles s'estiment aussi en capacité d'être responsables de la façon dont elles accueillent les étudiants dans ces formations. Et toute la difficulté est là. Donc, le comité scientifique et éthique pose ces questions, s'intéresse à ces sujets. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on veille à ce que, sans aller jusqu'à une uniformité, il y a une forme malgré tout d'harmonie qui se mette en place de ce point de vue-là. Et ça, évidemment, c'est très important. Donc voilà, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin de ce point de vue-là au regard de la façon dont se gèrent les affectations depuis des années. Voilà. Donc, il faudra qu'on trouve ce juste équilibre et il faudra évidemment qu'on veille à cela. Ça va me permettre de parler maintenant de mobilité géographique et de variation des quotas de mobilité que vous évoquiez. Là encore, ce que je voudrais dire, c'est que il faut faire attention de ne pas confondre le thermomètre avec la température. Ce que Parcoursup a permis de mettre en évidence, c'est qu'effectivement, il y avait des taux de mobilité qui, en fonction des formations, étaient variables. Ces taux de mobilité, ils ont été fixés au cas par cas entre les recteurs et les présidents d'université. Et les recteurs ont veillé à ce que les taux de mobilité n'entraînent pas le fait que des jeunes ne puissent pas faire les études de leur choix à proximité de leur lieu de résidence non plus. Donc, effectivement, dans certains cas, ces quotas de mobilité sont très faibles. Mais ils sont très faibles de l'ordre de quelques pourcents, lorsque l'an dernier, ils étaient de 0. Parce que filière sous tension et parce que priorité absolue à la résidence académique. Ils sont plus importants lorsqu'il n'y a pas de pression locale des étudiants et que donc on peut ouvrir largement les formations à des étudiants venant d'ailleurs. Donc vous voyez, le travail là aussi, il a été fait dans la dentelle de ce point de vue-là. Je crois qu'il faut aussi considérer qu'on ne peut pas traiter de la même façon la région Île-de-France et les autres régions. Dans la majorité des autres régions, il y a une université par gros centre urbain, et donc il y a une fac de droit, une fac de médecine, une fac de sciences, une fac de lettres, enfin il n'y en a pas 14, 12, 17, etc. Et elles n'ont pas, entre guillemets, des réputations qui laissent à penser que certaines facs seraient meilleures que d'autres ou que certaines universités seraient meilleures que d'autres. Et là, si vous voulez, on a un sujet particulier sur l'Île-de-France, qui est le suivant. C'est très important qu'on puisse assurer de la mobilité, et on l'a fait de manière à 100%, si je puis dire. Il y a une mobilité de 100% pour les filières qui se sont entendues pour travailler ensemble, et je les ai mentionnées tout à l'heure, psycho, PACES, etc. Là, c'est la région académique qui est l'académie. Sur d'autres filières, et je pense notamment, puisqu'on en parle beaucoup, à la filière de chimie. Il y a relativement peu de filières de chimie qui sont offertes par les universités parisiennes intramuros. C'est donc très compliqué d'accepter beaucoup de lycéens qui ne sont pas Paris intramuros dans ces filières, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Ça veut dire que la filière de chimie, Paris intramuros, est censée accueillir tous les meilleurs étudiants d'Île-de-France, et que les filières de chimie de l'autre côté du périphérique sont censées accueillir les étudiants les plus moyens. Moi, ça, je ne peux pas valider ça et je ne peux pas entendre ça, parce que je maintiens, et je pense que c'est très important, que l'ensemble des filières de premier cycle, de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du territoire, sont toutes des filières de qualité. Ce que l'on a observé
par exemple, pour les classes préparatoires aux grandes écoles, avec cette espèce d'aspiration sur quelques classes préparatoires des meilleurs lycéens de toute la France, sauf ceux qui n'avaient pas les moyens de bouger financièrement, c'est quand même un vrai sujet. Parce que quand on regarde d'où sortent la majorité des admis dans les très grandes écoles françaises, eh bien, ils sortent de très peu de lycées qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation de la mobilité académique. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de gérer ça. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, avec cette philosophie qui est de dire je veux de la mobilité académique, mais je ne veux pas non plus qu'un gamin soit obligé d'aller étudier à 50 km de là où il habite parce qu'on aura fait venir des gens de toute la France étudier dans son université de proximité à lui. C'est pour ça que tout a été fixé de gré à gré entre recteur et président d'université. Les choses vont nous permettre de voir la réalité maintenant, une fois qu'on aura fait tourner ça pour la première fois. Et puis ensuite, c'est aussi ce que j'ai demandé au comité sur la loi ORE, c'est de faire des propositions, et c'est pour ça qu'il y a des scientifiques à l'intérieur, des sociologues qui sont capables de réfléchir à ça, de travailler sur les données chiffrées, et donc d'être capable de faire des propositions qui vont permettre de soutenir cette mobilité sociale sans pour autant faire en sorte qu'un étudiant soit obligé d'aller étudier loin de chez lui, enfin, et sans faire des concentrations sur certaines filières de tous les meilleurs étudiants de France, parce que là sinon enfin, on va avoir des choses compliquées à gérer. Donc cette mobilité géographique, j'y suis très attachée. Elle a en tout état de cause progressé cette année par rapport à l'an dernier, même lorsque ce n'est que quelques pourcents, c'est quelques pourcents par rapport à zéro, et donc c'est toujours mieux. Et évidemment, j'y serai extrêmement attentive. Sur la question des WICI et le fait que certains établissements aient fait des WICI, d'autres établissements n'aient pas fait de WICI, etc. Alors là, c'est effectivement, j'ai pas de bilan général, parce que j'ai plusieurs cas de figure d'établissements. Donc, certains qui en général étaient plutôt farouchement opposés à la loi ORE ont considéré que les WICI auraient un effet d'exclusion des lycéens. Et donc, ont volontairement décidé de ne faire aucun WICI. Bien. Donc, ça, c'est un vrai sujet pour moi, parce que ces établissements-là, évidemment, leur taux de réussite ne va pas s'améliorer. Mais comme, évidemment, je vais veiller à ce que le taux de réussite s'améliore, eh bien, on en tirera ensemble les conséquences. Donc, parfois, c'est quasiment idéologique de dire il n'y a pas de raison. Certains établissements ont considéré que il ne devait faire de WICI que si les filières étaient en tension, ce qui n'a aucun sens, parce que même quand les filières ne sont pas en tension, le taux de succès des étudiants est pas forcément supérieur. Donc ils ont pris le WICI comme une façon, là aussi, de dire attention, vous êtes pris, mais uniquement si vous acceptez des contraintes, etc. Donc ils ont pris le WICI comme quelque chose de dissuasif. On a des établissements qui ont adoré le système du WICI et donc on en proposait énormément et sont même prêts à avoir dans certaines filières une majorité de WICI par rapport à des oui. Et ces établissements-là, évidemment, c'est ceux qui sont les plus accompagnés financièrement, y compris financièrement, pour pouvoir mettre en place ces WICI. Et puis on a des établissements qui nous ont dit, nous on préfère faire venir tout le monde et puis faire des tests et faire des groupes de niveau après la rentrée. La seule difficulté de cette stratégie, c'est que dans ce cas-là, rien ne devient obligatoire ni prescriptif. Et donc, on va voir comment ils vont évoluer dans les années à venir. Donc, vous voyez, plusieurs raisons finalement, mais là, les choses sont relativement simples. C'est qu'on va voir, on va travailler sur le taux de réussite, et donc on va bien voir quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Et je crois qu'il va y avoir aussi un effet à la fois d'entraînement et puis aussi un effet, et moi qui me fait toujours énormément plaisir dans le monde universitaire, qui a un effet d'entraide. C'est-à-dire que ceux qui ont pensé des WICI
sont totalement prêts à partager avec les universités la façon dont ils ont pensé leur première année, etc. Donc je pense que les choses vont vraiment, vraiment s'améliorer assez rapidement de ce point de vue-là. Donc, Monsieur Ouzoulias, vous aviez donc mentionné cette question des algorithmes. Donc voilà, je pense que là-dessus j'ai répondu. Vous êtes très attaché à un enseignement supérieur national, comme vous dites. Évidemment, moi aussi, je suis très attachée à un enseignement supérieur national. Mais ceci dit, une fois de plus, je pense qu'il faut regarder la réalité des choses. Les systèmes d'accréditation tels qu'ils existent depuis maintenant plusieurs années, et avant ça, les systèmes d'habilitation, font que, vous le savez très bien, on ne fait pas forcément le même cours au même moment dans une licence de ceci ou de cela. Et donc, évidemment, on ne va pas attendre forcément la même chose au moment où le lycéen arrive en première année de la part de ce lycéen. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important qu'on ait une harmonisation, mais qu'on n'ira sûrement pas jusqu'à un truc, la même grille pour tout le monde. Ça n'aurait vraiment à ce moment-là plus aucun sens. Et voilà, et je pense que là-dessus on peut tout à fait partager ça. Vous avez en ce qui concerne la question de l'orientation, qui est une question qui est revenue effectivement très souvent. Alors, effectivement, j'ai pas parlé d'orientation particulièrement aujourd'hui, parce que le système d'orientation tel qu'il a été mis en place cette année, je pense, a été très efficace. On n'a que de très bons retours sur le dédoublement des professeurs principaux, à la fois des professeurs, des élèves et de leurs familles. On a les 2 semaines d'orientation, lorsqu'elles ont pu se mettre en place et fonctionner, sont très efficaces. Oui, effectivement, c'est travaillé complètement en lien avec Jean-Michel Blanquer et la réforme du lycée, puisque de mémoire, je crois qu'il est prévu qu'il y ait 56 heures consacrées à l'orientation dès la seconde. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va se mettre en place dès la seconde et monter de façon progressive. Je crois que l'orientation, elle se fera aussi d'autant mieux que, comme nous avons créé ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur, qui là aussi, l'air de rien, ont bouleversé les pratiques, parce qu'elles ont mis autour de la table des enseignants du secondaire et des enseignants du supérieur autour de l'individu qui est le lycéen qui va devenir étudiant. Et ça faisait très longtemps que les profs du secondaire et les profs du supérieur ne se retrouvaient pas autour de la même table et n'avaient pas autant l'occasion de se parler, d'échanger et de se dire les uns aux autres qu'est-ce qu'était le lycéen d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'étaient les programmes de terminale d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on attendait d'un étudiant aujourd'hui et qu'est-ce qu'étaient les programmes de première année aujourd'hui. Et le fait que dans ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur, qui sont en fait composées de plusieurs dizaines de personnes réparties en petits groupes, il y ait autour de la table des enseignants du secondaire et du supérieur, c'est à mon sens ce qui fera le plus progresser une réelle orientation. Les gens se sont remis à se parler. Et en fait, à partir du moment où ils se reparlent, voilà, le lien se fait naturellement. Et donc, c'est un sujet qui, évidemment, va continuer à être travaillé. Et avec des très jolies histoires de profs principaux qui nous ont dit, au début, on n'était quand même pas super contents de ce que vous nous demandiez dans les fiches à venir, par exemple, la capacité de motivation, enfin voilà, parce que en fait, on ne regardait jamais vraiment ça chez les lycéens. Et finalement, comme vous nous avez demandé de le regarder, on a aussi regardé nos lycéens d'une autre façon pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc je crois que c'est aussi une autre culture qui va se mettre en place, d'une orientation qui accompagne plus et qui est moins vécue de manière stressante. Les conseillers d'orientation, du coup, peuvent prendre le temps de dresser de vrais bilans des élèves qui leur sont spécifiquement adressés. Enfin, voilà. Donc, je pense que là-dessus, évidemment, ça va avancer. Une partie des moyens qui ont été débloqués, d'ailleurs, ont été mis à disposition des rectorats pour renforcer les conseillers d'orientation, recruter de nouveaux personnels, etc. Parce que c'est évidemment quelque chose qui
qui est particulièrement important. Pour répondre à Monsieur Malherbe, oui, hein, le département des études statistiques du ministère, de toutes les façons, produit chaque année un bilan chiffré, donc il sera produit comme les autres années. C'est un bilan qui est académique, par contre, qui n'est pas départemental, parce que nous, les chiffres nous remontent des académies, donc bon, voilà. Et effectivement, hein, même si on n'a pas les chiffres définitifs encore, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une attention particulière et une spécificité de la région Île-de-France, mais qui est liée à de multiples choses, hein. D'abord, je pense que elle est liée à la quantité de lycéens, à la quantité d'étudiants, à la quantité d'établissements, au fait que finalement il y en a beaucoup, mais on a quand même l'impression que les gens en connaissent très peu. Et donc ils se concentrent tous sur quelques-uns sans avoir une idée de la totalité de ce qui est disponible. Donc bon, voilà. Les bacs pro et les bacs techno dans le supérieur. Donc effectivement, on a insisté pour que cette année, ce ne soit plus un objectif à atteindre, mais bien là aussi qu'on travaille avec des systèmes obligatoires de quotas de bacheliers professionnels dans les BTS et de bacheliers technologiques dans les IUT. Et puis on a encore devant nous, et dans les mois qui viennent, ce travail à faire avec les IUT pour savoir comment est-ce qu'au sein des universités, on organise à la fois de vraies filières courtes technologiques et puis des filières qui préparent à des écoles d'ingénieurs ou de commerce plus tard, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, les IUT comme les BTS sont souvent utilisés comme autre voie que les classes préparatoires pour atteindre du bac plus 5, et donc finalement ça déséquilibre tout le système. Et les IUT évidemment font des propositions en ce sens-là, et donc on va examiner ça avec les présidents d'université aussi. Alors en ce qui concerne les filières qui sont qui étaient particulièrement en tension, qui était la question de Monsieur Lafont aussi, comme celle concernant les bacs pro et les bacs techno. Là encore, hein, ce sont les filières sur lesquelles on a rajouté un maximum de places. Donc ce sont des filières sur lesquelles on a mis 17 000 places supplémentaires. Et on attend de voir comment les choses vont s'articuler. Elles ont été pour certaines statistiquement moins attractives. Je pense par exemple au STAPS où le pourcentage a baissé. Mais en fait, ce pourcentage a baissé parce que dans le même temps, on a réouvert du DUST et des CREPS. Alors évidemment, le pourcentage a baissé de fait. Et puis finalement, ce que permet aussi de voir ce système d'affectation dynamique, c'est que certains qui pensaient être le premier choix des étudiants, dans la réalité, ne sont pas forcément tant le premier choix que ça. C'est-à-dire que les filières STAPS sont remplies, hein, c'est pas le sujet, mais ceux qui ont confirmé le vœu de façon définitive ne sont pas pour le moment à 100%. Et donc ça veut dire que finalement, on en revient toujours à cette histoire de hiérarchisation ou choix a posteriori, ça veut dire que des jeunes qui ont mis STAPS, dont on sait que c'est quand même extrêmement demandé, hein, qui ont été acceptés en STAPS, eh bien, ne répondent quand même pas tout de suite immédiatement qu'ils y vont. Parce qu'ils veulent prendre le temps de réfléchir encore un peu. C'est un phénomène qu'on voit dans toutes les filières sous tension, et c'est un phénomène qu'on voit dans les classes préparatoires. Et qui est un phénomène qui, là aussi, étonne parfois les classes préparatoires, qui disent, mais enfin, moi, quelque part, j'ai répondu oui, donc... Mais non, parce que les lycéens ont parfaitement compris qu'ils avaient le temps. Et donc, ils attendent de voir tout ce qu'ils ont pour vraiment choisir ce qu'ils préfèrent. Et donc, voilà, et de ce point de vue-là, franchement, c'est une vraie... pour moi, c'est très important. Et oui, c'est un peu plus compliqué pour les établissements, et oui, ça va être un peu plus compliqué de faire les emplois du temps, mais en attendant... Les élèves d'abord. Oui,
c'est un peu comme ça pour moi. Eux qui sont au centre. Bon. Et puis franchement, on sait faire des emplois du temps, ça va aller, je pense que tout le monde va s'en sortir. Donc voilà, l'articulation, le bilan chiffré. Alors, là, vous allez dire que je suis de mauvaise foi, mais ça fait rien, je vais quand même vous le dire. À l'ouverture... Non. C'est pour répondre à Monsieur Piednoir. À l'ouverture de Parcoursup, pour éviter justement qu'il y ait un bug, nous avions prévu 6 sites miroirs. Et comme vous le savez, à un moment, il faut basculer les flux sur les sites miroirs. Donc, on a observé entre 6 et 7 minutes d'attente pour la bascule. Et les sites miroirs ont parfaitement fonctionné et ont évité que tout le système, effectivement, ne bug. Donc, au regard du travail qui a été fourni par les équipes, y compris pour mettre en place ces sites miroirs, et je tiens vraiment à rendre hommage pour ce travail accompli, je ne peux pas laisser dire qu'il y a eu un bug à l'ouverture de la plateforme. Voilà. Bon, en tout cas, je tiens à le dire parce que vraiment, les gens ont tellement travaillé, y compris pour anticiper qu'il y allait y avoir un taux de connexion faramineux. Voilà. La même chose pour ce qui concerne les smartphones. Hein, là aussi, on a bien compris que c'était un sujet. Donc l'an prochain, on mettra un énorme bouton. Enfin, le bouton était présent, il a toujours été présent. Et d'ailleurs, la très grande majorité des lycéens ont trouvé le bouton. Quelques dizaines ne l'ont pas trouvé. Mais ça aussi, ça a permis de faire beaucoup de buzz, etc. Donc, bon. Mais en tout cas, je tiens à le dire, le bouton a toujours été présent. Et c'est vrai que par contre, l'application smartphone était peut-être un peu moins ergonomique. Et donc, on travaillera. Voilà. Améliorer l'information, par exemple, sur les listes d'attente. Bien sûr, mais sauf que comme c'était la première année, c'était un peu difficile à faire. Mais dès l'an prochain, on sera capable de donner le rang du dernier appelé sur la liste d'attente. Et ça veut dire que si vous voyez que vous êtes 200 sur liste d'attente, mais que l'année d'avant, le dernier appelé était à 800, vous stressez pas. Et cette année, le problème, c'est que c'était la première année, alors évidemment, on ne pouvait pas le faire. Néanmoins, il y avait beaucoup d'informations qui redescendaient là aussi par les profs principaux, parce que l'intérêt aussi d'avoir les premières réponses qui arrivaient le 22 mai, c'était que les profs étaient là. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fait en sorte et qui ont donné beaucoup d'informations. Et il y a aussi un travail remarquable qui a été fait en termes de fourniture de documents, d'informations en permanence auprès des établissements. Et je crois que c'est un travail qui a été aussi salué et que je voudrais saluer aussi à mon tour. En termes de communication, il y a vraiment beaucoup de documents extrêmement explicites qui ont été produits et qui ont, je crois, beaucoup aidé à accompagner cette réforme. Alors, et puis après, si on en est vraiment sur la question des chiffres, mais bon, allons-y. Donc, parmi les candidats qui sont qui sont sur la plateforme Parcoursup, 597 567 ont eu une procédure d'admission. Et à la même date sur APB, c'était 589 845, soit 1,3% de plus pour Parcoursup que pour APB. Mais une fois de plus, vraiment, ça n'a aucun sens de comparer les systèmes, dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que... Mais il faut dire, ce que je voulais dire, c'est sur combien d'étudiants en tout. Même si je suis d'accord avec vous, le système de comparaison entre voilà. les outils qu'on a massé. Mais c'est 597 000 sur combien d'étudiants? Sur 812 000. Et on sait qu'il y a une démographie étudiante qui est... Oui, mais le nombre de candidats sur la plateforme est le même. Oui. Mais le nombre de candidats sur la plateforme était de 812 000. On est sur le même nombre de candidats. Il y a plus de bacheliers, mais il y a moins d'autres candidats. Donc le nombre de candidats sur la plateforme par rapport à l'année dernière est comparable. Voilà. Bon, enfin, mais ceci dit, c'était vraiment un clin d'œil parce que globalement, enfin, c'est tellement pas comparable que voilà. Eh bien voilà, je pense. Ah pardon.
Sur les Antilles-Guyane, alors d'abord sur plutôt, on va dire, Guyane d'un côté et puis Martinique, Guadeloupe de l'autre. Moi, je vois très régulièrement les présidents de ces deux universités. Ils ne me signalent pas de difficultés particulières par rapport à Parcoursup et par rapport à l'affectation des étudiants. On avait un sujet sur Mayotte qu'on a pu résoudre en fait en ouvrant des places supplémentaires et en ayant de nouveaux bâtiments pour le CUFRE de Mayotte. C'est le centre universitaire qui ne fait que la partie premier cycle et qui travaille avec l'université de Nîmes notamment. Et puis sur la Nouvelle-Calédonie, le calendrier évidemment est adapté à l'hémisphère sud et donc on n'est pas sur les mêmes... globalement, ce matin, nous avons eu le plaisir de livrer les conclusions des assises des Outre-mer et le livre bleu Outre-mer. Il y a un vrai travail qui a été fait avec les universités de façon d'une part à les mettre en réseau entre elles pour leur permettre de répondre à des spécificités qu'elles ont, à savoir qu'elles ne sont pas en capacité d'offrir tout l'éventail d'offres de formation qu'on peut trouver en métropole pour certaines d'entre elles. Donc comment on les aide à travailler en réseau entre elles ou en réseau avec des universités métropolitaines de façon à ce que au moins les premières années de l'offre de formation puissent se faire sur place sans mobilité, parce que sinon on sait qu'avec mobilité le taux de succès est catastrophique, enfin est très faible. Et puis il y a aussi un vrai travail qui est fait pour placer ces universités au cœur de leur région plus largement, donc au cœur de l'Indo-Pacifique, et voir comment on travaille l'international en mettant en place de vraies plateformes de recherche et d'enseignement supérieur qui regroupent tous les acteurs et qui se rencontrent régulièrement et qui font de vraies stratégies de site pour ces établissements. Donc il y a un travail particulier qui est fait sur les universités ultramarines. Voilà pour l'audition de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'est exprimée la semaine dernière devant les sénateurs de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Vous l'avez entendu, tout au long de son audition, eh bien, elle a défendu le système Parcoursup qui a remplacé la fameuse plateforme APB. Cette dernière était d'ailleurs très critiquée à cause des tirages au sort auxquels elle donnait lieu. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.